Incroyable, Mystérieux, fou. extraordinaire. Dans Mystique moderne, vous découvrirez les récits intimes de femmes et d'hommes qui ont vécu des expériences mystiques que rien ne les préparait à vivre. Vous entendrez des expériences qui dépassent les limites de l'entendement et découvrirez des capacités extrasensorielles dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Il n'y a pas deux expériences mystiques qui se ressemblent, mais ce qu'elles ont toutes en commun, c'est qu'elles restent souvent passées sous silence, cachées, secrètes, de peur d'être taxées de folie, de ne pas être compris. Et puis, il y a toutes les questions que l'on se pose. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'en fais ? Au travers de ces récits intimes, nous espérons que certains et certaines d'entre vous se sentiront moins seuls Que les certitudes d'autres se transformeront en possibilités nouvelles. et que tous et toutes ensemble, nous élèverons encore un peu plus nos consciences. Aujourd'hui, nous ouvrons le bal avec Clotilde, une consultante carrée qui a fait carrière dans le monde de l'industrie puis des ingénieurs. Clotilde vivait une vie normale jusqu'au jour où la mort de son père est venue bouleverser toutes ses certitudes. Depuis, les portes de l'invisible se sont grandes ouvertes à elle et elle se rappelle petit à petit qui elle est. Son récit est tout simplement vertigineux. Bonjour Clotilde. Bonjour Odile. Bonjour Clotilde. Bonjour Clémence. Alors Clotilde, peux-tu nous dire qui tu es ? Ça, c'est une question. Qui je suis, une question compliquée. Tout dépend à quelle époque on remonte. J'ai été plusieurs Clotilde. Donc, il y a une Clotilde enfant, il y a une Clotilde maman, il y a une Clotilde qui travaille et la vraie Clotilde qui est peut-être en train de sortir aujourd'hui. Donc, je suis multiple. Peut-être parle-nous de celle qui vient en premier pour toi, celle dont tu as envie de parler. Celle qui arrive tout de suite là maintenant dans ma tête, c'est l'enfant sauvage. C'est le seul souvenir que j'ai de moi enfant. C'est une petite fille qui vit l'été dans une très grande propriété qui est prêtée à mes parents et mes parents sont chargés de garder cette propriété l'été sur les Hauts de Nîmes. J'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dure quelques années. Et je n'ai pas d'autres souvenirs que ces étés-là. Et ces étés-là, je suis une enfant libre, dans un parc immense. Et du soir au matin, je suis quasiment à poil et je vis dans la nature. On ne s'occupe pas de moi. Et c'est très bien comme ça. Je rentre juste au ravitaillement au stand le midi pour manger, où ma mère me fait à manger. Après, je vis ma vie. J'ai de la visite d'une cousine, d'une copine. Et on fait des mondes à trois, là. Des mondes d'enfants et on s'invente des mondes et on fabrique des objets avec des escargots, on se fait des couronnes de fleurs. Voilà, je l'appelle l'enfant sauvage et s'il y a une image qui me vient, c'est Mowgli. Voilà, c'est la première qui arrive quand vous me dites laquelle arrive. Après, la deuxième qui arrive, c'est 25 ans plus tard, celle qui travaille, qui rentre dans l'industrie où j'ai été très... Moi, je viens de l'industrie, donc au départ, ma carrière se fait dans la communication, mais je demande très vite à être dans un monde industriel. Voilà, c'est quelque chose qui m'attire très fort, les usines, les ouvriers, les odeurs des usines. C'est des univers qui me font vraiment vibrer. J'adore les gens. Ces gens-là sont des gens extrêmement intéressants, extrêmement riches. Et quand je les côtoie, je suis très à l'aise. Et ce monde de l'industrie, moi, je vais tomber dans la marmite, en fait, et j'ai adoré ce milieu-là, et j'ai fait carrière dans l'industrie, donc équipementier automobile, Renault, Alstom. Et du monde ouvrier, après, je suis rentrée dans le monde des ingénieurs. J'ai adoré les ingénieurs, j'adore les polytechniciens, j'adore comment ils réfléchissent. Et donc là, je suis devenue une Clotilde de l'enfant sauvage Mowgli, je suis devenue une Clotilde très carrée. Très processée, très industrialisée. On ne va pas à un point A à un point B en faisant des zigzags, on y va tout droit. J'invente des process tout le temps, des master planning tout le temps. Quand j'ai pas d'outils pour travailler, je me les fabrique et c'est toujours très carré. Voilà. Moi, j'aime le carré, j'aime l'ordre, j'aime le process du monde industriel. Voilà. Et cette énergie qui est tournée uniquement vers
la production et le résultat. Et ça me plaît. Et ça te fait vibrer. Ouais, parce qu'il y a quelque chose. Fabriquer, produire, l'énergie qu'il faut. L'ensemble des cerveaux qu'il faut unir pour arriver à sortir une bagnole. Moi, ça me fascine. Au début, j'ai commencé ma carrière chez Renault, par exemple, je fais un stage. On était obligé de faire un stage ouvrier à l'époque, donc d'aller sur une chaîne avec des ouvriers. Quand tu vois toute la journée des voitures qui rentrent et qui sortent non-stop, tu te dis mais ça va envahir la planète parce que ça ne s'arrête jamais. Et tu te dis l'humain a été capable de fabriquer un produit qui roule comme ça, et toutes ces énergies-là qui sont rassemblées sans qu'il y ait un défaut, et tu allumes la clé et ça marche. Moi, ça me fait... Alors, je ne dis pas que ça me fait vibrer, ça me fascine, ça m'impressionne. Ouais, voilà. Et intellectuellement, ça me satisfait. Et où était l'enfant sauvage alors à ce moment-là ? Dans un coin, sans doute. Ouais, rangé dans un coin. Rangé. Ouais, rangé dans un coin. Ouais, je pense. Carré, le coin. Carré. Ouais. En fait, si tu fais mon moi intérieur, c'est une grande bibliothèque avec des tiroirs et tout est bien rangé dans les tiroirs, très compartimentés. Et après, ça a duré, cette phase carrée a duré très longtemps, puisqu'après, donc à 40 ans, je fais ma crise, je dis en fait, bon, ce monde de l'industrie, je monte, plus ça va, et plus je me suis haut dans la pyramide, plus tu te rapproches du sommet, et moins ce que tu vois te satisfait, pour le coup. Plus j'étais avec les ouvriers, plus je vibrais, plus je monte, et moins je vibre, parce que ce que je vois et ce que j'observe ne me convient pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas aligné, on n'est pas cohérent. Les motivations ne sont pas bonnes. Voilà. Donc là, ça crée un dilemme à l'intérieur de moi et je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Expliquer le matin que l'entreprise fait des bénéfices et qu'on va rémunérer l'actionnaire, mais dans le même temps expliquer que les ouvriers auront zéro parce qu'il faut préparer l'avenir et avoir une augmentation raisonnée des salaires, ça me pose problème. Et là, je dis, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Et un soir, je rentre à la maison et une de mes filles me dit « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, maman ?» J'ai fait des mails. Qu'est-ce que tu as produit ? Des mails. C'est-à-dire que j'étais dans le monde industriel où on produisait des objets. Je suis devenue une fille qui produit des mails. Et je suis payée très cher pour produire des mails. Là où un ouvrier est payé 0. Voilà, donc là, ça fait bug. Donc là, je sors et je vais créer ma boîte. Alors là, je vais faire un raccourci, c'est-à-dire que la vie, en fait, les planètes se désalignent, plus rien ne va, ça se désaligne totalement. Ça implose, et donc je sors, la vie me sort de l'entreprise, et donc je n'ai peut-être pas le choix, la seule option que j'ai à ce moment-là, c'est de créer ma boîte et de faire à l'extérieur ce que je faisais à l'intérieur. Donc je vais me mettre à faire ce que je faisais très bien, c'est-à-dire conseiller des patrons, accompagner, construire des stratégies, faire des mails. Alors non, beaucoup moins. À l'extérieur, tu n'as plus à te couvrir les fesses tout le temps. Non, là, je recommence à produire. Et on réutilise enfin mon cerveau pour produire des visions. Alors beaucoup de PowerPoint, ouais. Je produis du PowerPoint, ça c'est vrai. Mais intelligent. On va dire qu'il est intelligent à ce moment-là et ça me resatisfait. Juste point de détail, c'est que donc, toujours très carré, sur ma table de nuit, j'ai le petit livre, Descartes, le discours de la méthode. C'est-à-dire que c'est mon univers, c'est mon Dieu, Descartes. Donc ma société va s'appeler la méthode. Parce que ce que je fais, c'est de la méthode, en fait. De la méthode pour accoucher d'une stratégie, de la méthode pour accoucher d'une organisation, de la méthode pour communiquer. Voilà, je suis une fille de méthode. Et ma société s'appelle la méthode. Le logo est carré, tout est carré, tout très bien. Voilà. Et donc je suis là-dedans et je gagne beaucoup d'argent. Et alors, donc je gagne beaucoup d'argent. Donc on est en 2014, je crée ma boîte et ça va durer jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait elle existe toujours. Elle existe toujours. Et aujourd'hui, elle me finance. Et elle finance maintenant une autre activité qui est arrivée en parallèle, mais pas du tout par le monde de l'industrie ou le monde de l'entreprise. Après, est venue se superposer est arrivée une nouvelle Clotilde. Voilà, on va dire comme ça. Est arrivée une nouvelle Clotilde
Donc elle monte le jour où elle monte le bout de son nez, c'est absolument fantasmagorique. Je dois fêter, dans mon souvenir, il y a une histoire de 40 ans, mais j'ai du mal à resituer dans le temps ce moment-là. Un anniversaire, je ne sais plus si c'est celui de mon mari ou le mien, mais je crois que j'ai 40 ans. Nous fêtons cet anniversaire au Lancaster, donc un restaurant gastronomique à côté des Champs-Élysées. Et voilà, le champagne, la cloche, les serveurs en gants blancs, les bougies. Très important, les bougies. Ah non, voilà, merveilleux, délicieux, exquis. Et mon mari se met à me parler de sa mère, que je n'ai pas connue, mais qui est morte peu de temps avant qu'on se connaisse avec mon mari. Et mon mari a toujours eu une sorte de passif avec la mort de sa mère, une culpabilité, parce que en fait, quand sa mère meurt d'un cancer du sein, très jeune, moins de 50 ans, je crois, il a un déni de la mort de sa mère jusqu'au bout, et donc il la secoue. Il dit « Arrête, lève-toi, tu peux marcher », alors qu'en fait, elle a des métastases au cerveau, ce que lui ne sait pas, mais donc il lui dit « Allez, bouge-toi, réveille-toi, et ça va aller ». Et en fait, ce qu'il ne comprend pas ou qu'il ne veut pas voir, c'est que sa mère est en train de mourir. Donc elle meurt et il en garde une culpabilité atroce de ne pas avoir été à la hauteur de la mort. Moi, il me raconte cette histoire et il me l'a racontée plusieurs fois en plus, mais là, elle revient sur la table. Et là, ça fait comme dans Sixième Sens, un grand froid m'envahit. Les larmes arrivent, je me mets à pleurer. C'est-à-dire que c'est pas des larmes de tristesse, c'est pas l'histoire qu'il me raconte, c'est mon corps, on va dire mon corps pleure. Voilà, mon corps pleure, des larmes sortent. Et je dis, elle est là. Je me souviens très bien de dire, mais elle est là, à côté de moi. Elle est là, à côté de moi, et elle dit, blablabla. Mais alors, je ne me souviens pas ce que je dis. Et elle te dit, blablabla. Voilà, donc le froid repart, le truc repart, et je reste avec ce phénomène. Je vois mon mari qui est devant moi, qui me regarde, et dans ma tête, ce qui me surprend, c'est qu'il ne me dit pas « Écoute ma chérie, va aux toilettes te rafraîchir, ça ira mieux après ». Pas du tout. C'est-à-dire qu'il me regarde, il ne dit rien, et ça lui paraît normal. Donc, moi, donc en fait, voilà, donc il s'est passé ça lui paraît normal. On réenchaîne sur la mort de sa mère, sur sa famille, sur son histoire, et ça glisse. Ce moment-là qui est gravé à tout jamais dans ma vie, je le range comme un petit caillou dans ma poche, en disant « je ne sais pas ce que c'est ». Donc comme l'enfant Mowgli, il va rejoindre l'enfant Mowgli, dans une poche. Et voilà, ça n'a pas existé. Et je continue ma vie. Vacances en Italie, des jardins italiens à Rome, restaurant à Rome, vue sur Rome, de nouveau les bougies, le prosecco, sublime et exquis. La mère d'Olivier revient sur la table. C'est qu'à un moment, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens, avec moi, mettent les morts sur la table. Voilà, nous sommes au restaurant, 2 fois. La maman, Olivier réaborde le sujet. La maman revient, les larmes, le froid, elle est là, elle te dit blablabla. Très bien. Nous poursuivons la conversation. De nouveau dans la poche. 3e épisode. 1 an plus tard. Nous sommes en Belgique. Un amoureux, il pleut, on cherche un restaurant. La côte belge à mourir d'ennui, à mourir d'envie de te suicider, de te pendre. Et on trouve une lumière, un restaurant qui a l'air sympa avec des moules frites et un décor à peu près agréable. La nuit, nanana. Et la maman qui arrive. Alors les larmes, machin. Et là, je me souviens à peu près de ce que je dis. Là, j'ai vaguement un mémoire de dire tu ne peux pas t'en vouloir, tu ne peux pas t'en vouloir. Tout était juste à ce moment-là, quelque chose comme ça. Si je résume, quoi. Et tu étais jeune. Et je sens à l'intérieur de moi que ça y est, c'est clos. Elle lui a dit, ils ont fini la conversation qui avait débuté 3 ans avant. Et la maman ne reviendra plus jamais. Tu le sens qu'elle ne va plus revenir? Non, ça je vous l'explique a D'accord. posteriori. Okay. Voilà. Mais en tout cas, à ce moment-là, je dis tiens, bon, ok. Et en fait, elle n'est plus jamais revenue, donc ils avaient clos la conversation. Mais toujours, voilà. Mais voilà. Et là,
Arrive, oui, je monte la méthode, je suis donc de nouveau dans la création d'entreprise, je repars comme en 40, dans un autre univers, emporté par l'entrepreneuriat, et donc ça me porte, et donc tout l'espace est pris par cette nouvelle vie d'entrepreneuse. Quand même, il faut faire ses preuves, il faut gagner de l'argent, il faut facturer, il faut établir un prix, voilà. Tout marche bien, toutes les planètes se réalignent, les clients arrivent sans que j'ai besoin de demander, l'abondance arrive. Sans que tu demandes rien, là tu fais quand même pas mal quand même. Mais sans que j'explique. En tout cas, ça arrive. Je gagne des sous. Voilà. Les clients sont... Alors, il y a un truc quand même, c'est qu'à ce moment-là, les clients, il se passe un phénomène, c'est que donc, moi, j'écoute beaucoup les clients, ceux qui viennent me voir, ils sont bloqués. Des comex, on n'arrive pas à sortir notre stratégie, on doit écrire la stratégie de 2025, on est accompagné par des gros cabinets, on sort rien, il paraît que toi, tu es une fille qui sait sortir des trucs. Parce que moi, on me passe mon nom, sur le mot, on va appeler Clotilde, vous verrez, il se passera des trucs. Donc les patrons se refilent Clotilde Provost sous le manteau. C'est-à-dire qu'il y a des gros consultants qui facturent à 100 000 boules, et il y a une fille qui arrive avec un petit forfait à 5 000, mais qui va vous résoudre votre problème. Très bien. Moi, l'air de rien. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, au bout de la journée de travail, où je les traite, les mecs, et je dis, racontez-moi votre histoire, et puis je vais bien voir ce qui apparaît. Je les traite, ils me racontent leur histoire, et à la fin, je dis, voilà, moi, ce que je vois, votre stratégie, c'est ça. Et chaque fois, et je me l'explique peut-être maintenant, mais à l'époque, je ne me l'expliquais pas, il y a un silence dans la salle. Et les gens disent quelque chose de l'ordre de « c'est magique ». Ouais, mais c'est magique, je ne comprends pas, c'est magique. C'est juste, vous êtes débiles les gars, vous avez tous fait Polytechnique. Moi, ce que je vois, tout le monde peut le voir. Donc, je ne comprends pas ce que vous ne voyez pas, en fait. Parce que moi, je le vois. Et je l'ai vu dès la première minute, votre truc. Pourquoi il a fallu une journée pour accoucher de votre truc alors que ça se voit tout de suite? Et les gens, non, c'est magique. Et donc, il y a ce côté, c'est magique. Et je ne crois pas que c'est... En fait, je ne me dis pas, c'est moi. Je dis, c'est eux qui ont un problème, ils ne voient pas quand même. Et puis magique, c'est pas très carré. Ouais, mais voilà, puis voilà. Non, il n'y a rien de magique, c'est un cerveau, mon cerveau est bien fait. Et puis je suis persuadée que c'est ma méthode qui a accouché du truc, puisque je leur ai fait traverser. Bien sûr, c'était pas racontez-moi votre histoire, il y avait des étapes, des exercices, enfin on appelait ça des exercices, mais enfin, il y a un protocole. J'appelle ça un protocole, c'est que je viens avec un protocole d'animation de ces séminaires. A, B, C, D, il y a des étapes, et à la fin, on sort la stratégie. Voilà. Donc ça leur paraît à eux très carré, ça les rassure parce que ça s'appelle la méthode et qu'effectivement il y a un vrai protocole minute par minute, mais à la fin, ce qui sort, ça est waouh. Et ça leur fait... Et vraiment, je vois encore les mecs comme ça, là. Avec leur costume, leur cravate, comme ça. Donc quelque part, je me dis, c'est parce que quand même, il se produit quand même quelque chose. Mais très bien. Et arrive la mort de mon père. Alors là, ça devient très clair dans ma tête. C'est une balise temporelle qui est forte pour moi. 2018, mon père tombe malade. Cancer de l'œsophage. Bien sûr, le mécanique fait non, mais ça va pas être grave, il va s'en sortir. Il y a des petits cancers, ça c'est bien. Et puis, quand même, le bruit de fond que je veux pas voir au début, c'est œsophage égale mort certaine. Voilà. Il est condamné. Mais j'entends pas ça. Voilà, je ne veux pas voir. Ok. Et on arrive, donc on apprend la nouvelle, et on est au début de l'été, et mes parents ont loué une maison, avant de commencer la chimio, mes parents ont loué une maison en Bretagne, où réunissent toute la famille, voilà, pour avec les petits-enfants, tout ça pour les vacances. Et j'ai une vision qui reste aussi gravée au fond de moi, c'est tout le monde est au jardin, en train de manger des crevettes. Mon père est dans le salon, tout seul, assis comme ça sur une chaise, la tête penchée sur la poitrine, et il somnole. Et en fait, il somnole parce qu'il est déjà shooté au médoc, antidouleur. Et je vois derrière lui, il ne faut pas que je pleure, je vois derrière lui une présence qui a une main sur son épaule, et cette présence fait, grosso modo, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et mon père, dans ma tête, si je dis, il a accepté la mort.
Et la présence que je sens n'est pas du tout... Alors voilà, c'est pas une faucheuse, c'est pas la mort, c'est une présence qui dit le moment est venu, voilà. Et je suis là, et tout va bien se passer. Et là, je sais, en fait, c'est ce moment-là, je sais que c'est fini. Et mon père va mettre 9 mois à mourir, donc 9 mois d'échéance physique et humaine, voilà. Et il va mourir dans mes bras. Et au moment, vraiment, c'est-à-dire qu'il est médicalisé, mon père est médicalisé, et jusqu'au dernier moment, il sera à la maison. Et à la fin, il souffre tellement que le corps médical accepte d'accélérer le processus. Et donc, visiblement, ça existe, puisqu'on peut accélérer le processus. Et le médecin, donc la veille, au moment où on accepte le processus, le médecin vient accomplir ce protocole d'accélération du processus, de soins palliatifs, en fait, mais à domicile. Il dit à mon père, Monsieur Martel, est-ce que vous avez conscience que nous allons donc accélérer le processus et que vous allez mourir ? Donc moi, je suis toute seule avec ma mère et ma sœur, avec mon père, et on dit ça, c'est-à-dire que tu n'es pas préparée. Voilà, et ce que j'ai expliqué très souvent, c'est que moi j'ai vécu la même chose, mais pour accoucher, c'est comme disait Madame Provost, demain on vous déclenche et vous allez accoucher. Donc demain, à 9h du matin, vous allez déclencher, à midi, vous serez maman, vous aurez donné la vie. Mais là on dit, eh bien Monsieur Martel, vous allez être déclenché dans la mort, et demain, à midi, on serait mort. C'est-à-dire que tu dis, c'est un truc inversé, c'est-à-dire que, ouais, c'est quoi ce truc-là ? Demain, je serai mort. Et mon père fait oui, tout à fait, merci beaucoup. Et tout le monde va se coucher, Le médecin repart, là, t'es pas accompagné, T'as pas le curé qui... Dans l'histoire ancienne, t'avais un curé qui arrivait, t'avais l'extrême onction, t'avais une infirmière qui venait veiller, t'avais du monde, quoi. Et ben là, non, moi, ma mère, ma sœur, on va tous se coucher, et puis on sait pas quoi faire, quoi. Et donc, à un moment dans la nuit, je me réveille, comme ça, 4h du matin, et je lui dis, il se passe un truc, voilà, je me réveille, voilà. J'ai dû sentir quelque chose, j'arrive dans la chambre médicalisée, et j'entends un bruit de moteur noyé, comme ça. J'ai expliqué 1000 fois, c'est-à-dire que c'est une sorte de glou-glou, de bruit de moteur noyé, on va dire, un glou-glou, un truc bizarre que j'ai jamais entendu. Donc je crois que c'est le moteur du lit, il me disait, pour monter, descendre les malades, là, pas du tout. Et je vois que c'est lui qui glougloute. De l'eau qui sort, d'une urine. Je dis, bon ben, c'est parti mon kiki. Donc ma mère se réveille dans mon souvenir. Alors là, ça vaut. Ma mère. Donc je m'assois à côté de lui, voilà, je commence à lui tenir la main, et je me balance comme ça. Je commence à balancer comme ça. Et à dire dans ma tête, ça va bien se passer. Je ne sais absolument pas quoi faire, à part donner la main et faire ça va bien se passer. Je me souviens de ma mère qui tourne un peu comme un canard sans tête, perdu, quoi. Il se passe quoi ? C'est maintenant ? Oui, c'est maintenant, assieds-toi. Assieds-toi et tu lui tiens la main. Voilà. Et là, donc je vois la mort. Et j'ai vu le processus d'extinction du corps. C'est-à-dire que d'abord, tu as les membres qui se figent. Et pour moi, c'est lié quand même c'est très lié aux 4 éléments, cette histoire. C'est-à-dire que tu vois... Parce qu'il y a de l'eau. Donc je me dis... Là, a posteriori, je vous raconte ce que j'ai mis dessus, mais tu as vraiment l'eau, la terre, le feu et l'air qui se désactivent. Donc tu as les membres, qu'on dirait, qui sont reliés à la terre, tu vois, les pieds, les machins, ça se fige. Tu as la pâleur qui arrive de la mort, c'est-à-dire que tu vois bien le peu de couleur qu'il avait, ça reflue. Donc tu dis, le feu est en train de s'éteindre, le feu s'éteint, plus de feu. L'eau, ça sort par les trous de nez, les oreilles, l'eau s'évacue. Et à ce moment-là, arrive le dernier souffle que j'ai vraiment vu. C'est-à-dire que j'ai vu quelque chose qui sortait, qui se faufilait dans le corps, qui cherchait une sortie. Quelque chose sortait, cherchait une sortie, comme ça. Et tout d'un coup, j'ai vraiment eu ce sentiment, comme on voit, chute là. Et j'ai dit, ça y est, c'est sorti, c'est fini. Et je l'ai vu, j'ai senti. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai dit, c'est la plus belle expérience que je viens de vivre de ma vie. La plus belle expérience de ma vie. On ne m'avait pas préparée. Mais si j'avais su, je l'aurais fait autrement, j'aurais vécu ça autrement. Parce que ce que je viens de voir, c'est beau.
C'est aussi beau qu'une naissance, c'était un truc de fou. C'est-à-dire que le corps s'éteint, mais l'âme s'en va. Et je l'ai vu. Et à ce moment-là, je comprends que je voyais la mort à l'envers. Je comprends que ma vision de la vie est à l'envers. Que tout est à l'envers, que la mort n'est pas une fin, la mort est un début. C'est le début d'un truc. C'est la vie et la mort, la naissance et la mort, dans ma tête, ne sont qu'une seule et même chose. Et ça, c'est instantané. Ce moment-là grave instantanément en moi cette nouvelle vision du monde et de l'univers. Qu'est-ce que tu aurais fait de différent si tu avais été préparée? J'aurais célébré l'arrivée de la mort. Pareil qu'une naissance. Comment on fait là aujourd'hui les baby showers? Eh bien, j'aurais célébré la mémoire, j'aurais célébré les bons moments, on se serait pas... Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 9 mois, on a fait comme si la mort n'était pas au bout du rendez-vous. Il y a toujours de l'espoir, il ne faut pas lui baisser son moral. Donc on ne parle pas des choses importantes, donc on ne se dit pas les choses. Et donc tout est fait en catimini et en faisant comme si. Et ça, moi, ça m'a... En fait, tout ce déni, toute cette non-acceptation de la mort, ça m'a gâché la mort de mon père. C'était un mec fantastique, drôle, et en plus, il avait accepté. Sauf que comme nous, on faisait one again, papa, on partira aux États-Unis si tu guéris, on fera des grands parcs, je te promets. Donc on ne se disait pas des choses, on faisait comme si. Et voilà. Et donc ça, cette comédie musicale, ça rend fou en fait. Moi, ça m'a rendu folle après. J'ai dit, mais waouh. Voilà. Heureusement qu'après, j'ai pu lui parler de l'au-delà et on s'est dit les choses a posteriori, mais pas à ce moment-là. Parce qu'après, il est arrivé autrement, il s'est manifesté autrement, et là, ça a ouvert grand les vannes de l'invisible, et là, il n'y a pas que lui qui est arrivé, et tout le monde s'est engouffré dans cette nouvelle porte qui s'était ouverte à moi. Ouais, et la porte était grande ouverte. Est-ce que cette expérience d'accompagner, comme tu l'as fait, la mort de ton père, tu dirais que c'était une expérience mystique? Ah ouais. Ouais. Oui, mystique parce qu'elle était vraiment renversante. Le haut devient le bas, l'envers devient l'endroit. C'est-à-dire que la table, elle est renversée totale, quoi. Totalement. Alors, que ce soit bien clair, hein, moi, on ne m'a jamais parlé... je n'ai aucune... J'ai un rejet total de l'Église et du système ecclésiastique, et voilà, c'est-à-dire rejet total. Tout ce qui est bondieuserie, parler à l'âme, la résurrection des âmes, la vie après la mort, la vie éternelle, Jésus-Christ, tout ça, là. À ce moment-là de ma vie, c'est juste, les gars, arrêtez, parce que la religion est l'opium du peuple, quoi. Ça, c'est pour moi, à ce moment-là, c'est ça. Mais de le vivre dans son corps, tout d'un coup, donc... il y a une vie après. Donc il y a une vie après. C'est-à-dire que tu reviens à l'enfant sauvage qui dans son lit se dit à quoi ressemble l'infini? Qu'est-ce qu'il y a après l'infini? Et après l'infini de l'infini, qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces questions que tu es dans ton lit là, petite. Mais pourquoi? Mais si je suis là, j'étais où avant? Et je serai où? Enfin voilà, ça, je mets 100% des enfants dans leur lit, je suppose, disent à quoi ressemble l'infini? Y a-t-il quoi après l'infini? Et moi d'où je viens et d'où je repars? Voilà. Et tout d'un coup, tu te dis donc. Ce que je ne comprenais pas quand un curé à la messe te racontait son truc, tu disais la résurrection des âmes, je ne comprenais rien et tout d'un coup tu dis c'est ça dont on parle. Je comprends mieux. C'est du concret, donc on meurt et puis quelque chose s'échappe et après on peut discuter avec lui donc. En fait, la vérité exacte de ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai très longtemps eu un rêve où je suis sous l'eau, je nage sous l'eau. Je suis petite, je nage sous l'eau, et tout d'un coup, je me mets à respirer sous l'eau. Et ça devient c'est une sensation absolument formidable. Tu te dis, putain, je respire sous l'eau. Et à chaque fois, le rêve se termine où je me dis, mais pourquoi on ne me l'a jamais dit qu'on pouvait respirer sous l'eau? Et cette sensation-là, c'est ça. C'est, attends, pourquoi on ne m'a jamais dit qu'en fait, on peut parler aux morts? Enfin, qu'on ne peut pas appeler mort d'ailleurs. D'ailleurs, qu'on ne peut pas appeler mort. Je voudrais bannir à tout jamais ce mot, mais c'est compliqué parce qu'on dit parler les vivants et les morts. Non, c'est les vivants et les autres côtés. Moi, j'appelle ça un peu âme en voyage ou en attente ou je sais pas, ils voyagent. Donc, il y a les vivants
et vivant de l'autre côté. Voilà, donc il y a un miroir. Et là, tu te dis, mais pourquoi on ne me l'a jamais dit, quoi? Qu'on pouvait juste se parler. Voilà, et ben tu découvres qu'en fait, oui, on peut. Et c'est OK. Alors, du coup, si on suit ton récit, donc il y a ces 3 visites de la mère d'Olivier qui sont rangées avec des cailloux, enfin avec l'enfant sauvage. C'est ça. Puis il y a le décès de ton père. Et on pourrait se dire que dans ce podcast qui s'appelle Mystique moderne, on a déjà la matière, entre guillemets. Ouais. Sauf qu'avec toi, on ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe après? Ouais, alors après, tout s'est accéléré, mais de manière phénoménale. Donc d'abord, alors après, c'est donc les funérailles de mon père et déjeuner. Tout le monde repart, tu sais, tout le monde arrive, tout le monde repart, et on se retrouve, ma mère, ma sœur et moi, et on va manger dans un petit boui-boui le midi. Tout le monde est reparti, et on est à table, et de qui parle-t-on à table? De mon père. Et qui se pointe? Mon père. Mais alors là, autant la mère d'Olivier que j'avais pas connue, ok, là tout d'un coup, ton propre père, tu fais waouh. Donc là, tout remonte, c'est-à-dire, putain, ça recommence, mais là, c'est mon père. Avec ma mère et ma sœur qui me regardent, là, pour le coup... Parce alors, dans mon souvenir, il dit ouais, c'est cool, je suis cool, tout va bien, ça c'est marrant là où je suis. Il kiffe, là, visiblement, il est dans un endroit très cool, et il me dit ça kiffe les filles, détendez-vous, c'est OK pour moi. C'est très sympa, là où je suis. Là, je vous jure, je me suis levée, je suis sortie du restaurant et j'ai couru, j'ai fait un sprint autour du quartier, en courant en disant papa, je peux pas. Et je suis revenue. Et ma mère et ma sœur ont fait comme si ça ne s'était pas passé. Ouais, sauf que là, moi, je sais qu'il s'est vraiment passé un truc. Et après, à ce moment-là, je n'ai pas parlé à mon père, je ne sais même pas comment on fait. Il arrive, mais moi, je ne sais pas dire bonjour, papa, je suis là, je suis prête à t'écouter maintenant. Et... non, à ce moment-là, je ne sais même pas de quoi on parle. Et moi, je ne sais même pas de quoi on parle. Je n'ai jamais... La médiumnité, le mot n'existe pas, je ne l'ai jamais entendu. Jamais. Sinon, moi, le seul truc, c'est la boule de cristal de Tintin. Voilà, mon univers de ça. Voilà, Madame Irma, une boule de cristal, et cette boule de cristal, voilà. Sinon, mais jamais dans ma famille, rien. Il n'y a rien. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Bon, très bien, donc il y a ça. Et un jour, je me retrouve à table, toujours à table au début. Une cliente, SNCF. On parle boulot. Et puis, le truc le dérive sur nos parents... Mon père est mort, le tien aussi. La conversation dérive à table. Et qui est-ce qu'on met sur ma table? Le mort. Son père, elle, vient de mourir. Qui arrive? Le père. Donc, tu es avec une cliente de la SNCF et son père arrive. Et tu te mets à pleurer et à faire et ton père te dit blablabla. Heureusement, la vie m'a fait que on m'a envoyé une cliente qui visiblement était plus avancée que moi sur ce chemin-là et qui n'est donc pas surprise. Et qui me dit, mais merci, parce que je savais qu'il voulait me parler. Là, c'est moi qui ouvre les yeux, tu fais, comment ça, de quoi tu parles? Oui, mais ça fait un moment qu'il me tourne autour, mon père, nanana. Et là, en fait, à ce moment-là, je commence à saisir qu'il y a un univers parallèle, en fait. Il y a un univers parallèle, c'est-à-dire qu'on est tous dans le boulot, dans une matrice comme ça, mais qu'en dessous, les gens, ils ont une vie où ils voient tous les voyants. Et que je vois un chat, et alors que je commence, et que je vois un chaman, et que je vois un truc, et t'es là, putain, il se passe quelque chose en dessous. Mais tous, et tu dis, mais les gens les plus câblés, enfin les gens que tu croyais, que tu n'aurais jamais cru. Donc en commençant à parler, tu dis, putain, il y a un monde parallèle. On m'avait caché qu'on ça. m'avait caché, et voilà. Mais ils y sont beaucoup, dedans. Donc, comment ça? Puis alors après, nous sommes donc... Ça, c'était un 31 décembre. 31 décembre, invité par des amis à Trouville, avec des gens qu'on ne connaît pas. Tu sais, t'es invité par des amis, puis il y a d'autres gens que tu ne connais pas. 31 décembre, champagne, des bougies. Bougies, bien sûr. On danse, on chante. Les bisous du Guy. On s'assoit, ça retombe un peu, et qui arrive sur la table? Les morts des gens. Et là, ma voisine me parle... de sa mère, morte, et mon ami me parle de sa petite sœur morte dans un accident de voiture. On me laisse tomber. Tsunami, ma voisine dit, c'est ma mère? Je dis, non, c'est ta petite sœur. Oh putain, j'avais la petite sœur. Mais alors, quand c'est des enfants, je peux vous assurer que la connexion, elle est
Enfin, mon corps, il a... comme dans un film, quoi. Le corps, il prend une claque, quoi. Je me suis mise à pleurer. Donc, obligée de parler parce que c'était partir sous la nuit de larmes. Je pars. Mon mari reste à table en faisant « Ben oui, alors ma femme, comment vous expliquer? Ça lui arrive qu'elle ait des connexions depuis quelques... » Tu vois le truc, le bordel, quoi. Je reviens. Mon amie, ok. Et celle qui avait sa mère, pareil, je découvre en fait, oui, c'est tout à fait normal tout ça. Celle qui avait perdu sa mère, elle l'avait aussi, c'est bon. Des voyants, des machins, elle consulte. Là, bon, donc moi je ne sais même pas qui je suis. Pourquoi moi je vais avoir une borne Wi-Fi? Les gars ils voient la borne Wi-Fi, ils arrivent et ils se connectent. Donc là, à ce moment-là, waouh, c'est what the fuck, et ça n'arrête plus. Et tu te dis que tu deviens folle ou pas? Non, pas du tout. Non, à aucun moment je ne deviens folle. Je vois bien que mon cerveau... Et ton mari, il se dit pas que tu Alors deviens mon folle? mari, il est... Mais, je sais même pas comment c'est possible. Lui, ça lui paraît normal. Mais lui, il vient pas du tout de là non plus. Mais c'est ok. Enfin, c'est ok, quoi. C'est ce que tu vis, tu le vis, donc tu le vis. Donc cela est... Voilà. En fait, c'est ni bien, ni juste. Dans sa tête, c'est cela est. Donc en fait, tu comprends à ce moment-là que tu peux... que les morts se servent de toi pour communiquer avec leurs vivants. Voilà. Mais est-ce que tu sais... qu'est-ce qui fait que tu aies cette borne Wi-Fi pour les morts? Ah non, puis j'ai toujours pas la réponse. D'accord. Non. Pourquoi moi et pas les autres? Je ne sais rien. Non. Alors donc au départ, tout ça t'arrive malgré toi. Malgré moi. Et je sais que à un moment donné, tu as eu des soucis de santé. Est-ce qu'on peut avancer jusque-là? Oui. Ouais, alors comment je vais avancer jusque-là? Excuse-moi, je dois faire le truc. Je fais le chemin, parce que sur le chemin, qu'est-ce qu'il est arrivé sur le chemin, il est arrivé quelque chose d'important. En fait, tu ne cherches pas, toi, à ce que ça arrive, ça. Est-ce que tu l'accueilles quand même, ou est-ce que ça te saoule et tu te dis non, mais... Non, ça ne me saoule pas du tout. C'est juste que je ne sais pas nommer. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas. Mais d'autres vont le nommer pour moi. Ça, c'est important sur le chemin. C'est-à-dire que 3 ou 4 fois, dans des formations ou des séminaires, des femmes un peu atypiques, dans ma tête, ça dit sorcière, je vous assure, parce qu'elles sont toutes rousses. Je dis, putain, c'est pas vrai, c'est bizarre comme cette histoire, elles sont toutes rousses. Ou elles dégagent quelque chose de... Dans la façon dont elles s'habillent, c'est toujours beaucoup de couleurs. Tu t'habilles jamais comme ça. Dans le monde dont je viens, tu ne t'habilles pas comme ça. Non, jamais. Voilà. Donc, très décalées, ces femmes. Et je sens qu'elle me renifle. J'appelle ça vraiment renifler, c'est-à-dire qu'elle me regarde comme ça. Et une première fois, la première qui m'a parlé, voilà, c'est qu'un soir, je suis dans une formation, Institut des futurs souhaitables extraordinaire, et après, il y a un pot avec les participants, je vais au pot, et ma fille Castille m'appelle, et ma fille Castille voit vraiment des fantômes, elle. Donc il y a poltergeist, tout qui bouge dans la maison, elle voit vraiment des fantômes, et la maison s'agite. D'accord. Et donc elle m'appelle en disant, maman, faut que tu viennes, il y a des tiroirs qui bougent. Donc je dis, j'arrive ma chérie, je suis en vélo à l'autre bout de Paris, et donc je dis à l'assemblée en rigolant, oui, je vais à la maison, ma fille voit des fantômes, tu vois, second degré, cling cling. Et la sorcière, entre guillemets, me dit, comme sa mère, elle voit des fantômes comme sa mère. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit? Donc j'entends ça, mais je relis pas. Je suis sur mon vélo, et là, sur mon vélo pour rentrer à la maison, je relis. La mère de mon père, elle voit les fantômes, je vois les morts, et elle voit que je les vois. Donc là, il y a un premier effet d'intégration. En fait, c'est la parole de l'autre, le regard de l'autre qui va me permettre d'intégrer ce que je suis, première fois. Deuxième fois, un séminaire dans la forêt, se connecter avec les arbres, tout ça. Je suis bêta-testeur du séminaire. Les forêts, les arbres, une sorcière rousse. On se met donc à table. Alors le truc, pendant 2 jours, la nana qui me regarde, qui me renifle, elle me regarde. À la fin, on va partir, on déjeune, elle s'assoit en face de moi. Elle me raconte sa vie, la nana, doctorat de tout, une flèche, un tronche, voilà, doctorat de théologie.
Et puis qui conseillent comme moi, des patrons, des comex. Oh, super intéressant. Et donc on se raconte nos vies professionnelles, tu vois. Et vraiment, je dis, la nana bien câblée, j'aime son cerveau. Et à la fin, elle me dit, sinon, t'as un problème avec ton don, toi. Là, tu dis, il y a une caméra. Je dis, comment ça? Déjà, le mot don, je ne sais même pas de quoi on parle. T'as un problème avec ton don, toi? Comment ça? Ben oui, toi, tu vois les morts et tu ne sais pas quoi faire. Je dis, ben non, je ne sais pas quoi faire. Elle dit, je te donne un numéro. Voilà une femme. Alors là, elle m'avait parlé de constellation. De constellation familiale. Elle se dit, alors constellation, je vois, familiale, je vois, mais alors constellation familiale, je vois pas. Voilà. Alors après, tu découvres que tout le monde fait. Après, tu découvres que donc le monde sous-marin, là. Moi, t'as fait Constel jeudi? Moi, j'ai fait Constel jeudi. Ouais, t'as Constel jeudi, moi j'ai piscine, moi j'ai pas Constel, ok. Donc tu fais, bon, ok. Donc constellation famille. Donc tu t'appelleras cette femme. Bon, donc ça rejoint ma poche. Voilà. Le temps se passe. Je vais voir une guérisseuse, j'appelle ça une guérisseuse. Alors, réflexologue conseillée par ma belle-sœur qui me dit, tu verras, femme formidable. Arrive dans le truc, une salle d'attente froide, il est samedi matin 9h, à l'autre bout de Paris. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Alors, sous la couette. Bon, une guérisseuse. Je m'allonge et je dis, je ne dis rien. Je ne vais rien lui dire. Mais tu y allais pourquoi? Ben, je sais pas. Énergétiquement, on m'avait dit, je me sentais fatiguée, tu vois. Donc je me dis, je sais pas. Puis, en fait, non, ça fait très longtemps que ma belle-sœur me parlait d'elle. Très longtemps. Et que j'y allais pas. Donc je dis, pour 50 fois, je lui ai demandé le nom. Et je lui dis, cette fois, si tu peux me redonner, si tu nom, ta guérisseuse, là, je vais quand même tester. Pour voir, je sais pas, quelque chose m'envoie. J'y vais et je me dis, je regrette d'être allée, nanana. Et je m'allonge. Un petit bout de bonne femme comme ça, qui a l'air de rien. Eh, mais ses mains, elle fait... Bon, alors, donc, vous voyez les morts, vous êtes... T'es là, mais putain, c'est quoi ce film, quoi? La nana, elle m'a à peine touchée. Ah non, d'abord, votre père est mort très récemment, vous n'avez pas encore fait le deuil, puis vous savez que vous pouvez vous connecter à lui, hein, parce que vous voyez les morts. Et elle lit mon corps et elle lit tout. Elle lit toute ma vie. Elle lit toute ma vie, elle me dit toute ma vie, et elle me dit... Donc, je dis 3 fois, là, ça fait 3 fois qu'on me dit, donc, ok, donc quelqu'un voit, pour moi, ce que je ne vois pas. Et là, je ressors le petit papier. Et là, j'appelle cette dame, voilà, bonjour madame, on m'a dit que... Donc je lui explique, j'ai des trucs, j'ai des choses qui m'arrivent, je suis connectée à des choses bizarres, comment faire, je ne sais pas comment ça s'appelle, et on m'a dit qu'il y avait constellation familiale. La nana fait ok, et alors là, plus de son, plus d'image. C'est-à-dire que je suis au bout du fil, il n'y a plus personne. Tu sais, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, plus de bruit. Au bout de, je sais pas, 10-15 secondes, je fais « Allô ?» Ça répond pas. 20 secondes, « Allô ?» Oui, excusez-moi, j'ai capté un message. T'es là. Comment ça, faut capter? Non mais c'est bon, j'ai reçu le message pour vous, donc c'est pas la constellation familiale qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, celle qu'il vous faut, c'est une femme qui s'appelle Marichou, qui a vécu ce que vous avez vécu avant vous il y a quelques années. Elle a fait le même chemin que vous, elle est avancée et elle saura vous aider. Donc là, quelque chose, un message venu de je ne sais où, me dit, il y a une femme qui va vous aider. Et bien là, j'ai été sauvée. Parce que donc j'ai rencontré après cette femme qui m'a donc initiée, on va dire, peut-être initiée, expliqué, mis des mots, appris ce qu'elle avait vécu, partagé une expérience. Et là, waouh, tout est retombé et la chose a commencé à apparaître dans sa nouvelle dimension. Mais je pouvais nommer des choses, je pouvais calibrer des choses dans ma tête. Voilà, et j'avais pas les mots et elle m'a donné les mots pour nommer, en fait. Voilà, et c'est comme ça que là... Cette femme, sur mon chemin, a été la porte d'entrée sereine dans ce nouveau monde. Donc là, tu dirais que tu as accepté ton don avec Marichou ou on n'en est pas encore là? Alors, c'est là qu'arrive l'acceptation. On n'en est pas encore là du tout. Pour l'instant, on m'explique ce que j'ai. Mais en parallèle, moi, j'ai toujours Clotilde Provol, Société La Méthode, voilà. C'est drôle parce que quand tu dis « on m'explique ce que j'ai », on dirait que c'est une maladie. Alors non, je ne les vis pas comme une maladie, mais ce que j'ai... Dans la façon de le bien dire, sûr, oui, mais j'ai besoin de nommer, c'est quoi? C'est la vraie phrase qui est dans ma tête, mais c'est quoi ça? Le ça, C-A gros là, en majuscule, c'est quoi ça? Eh bien ça, quand tu ne sais pas ce que c'est, c'est pas flippant. Non, à aucun moment j'ai peur. C'est juste,
Tu comprends pas. Non, tu sais pas. Et toi, t'aimes bien comprendre. Moi, bah ouais, j'aime bien savoir où je mets les pieds, j'aime bien nommer les choses. Un chat est un chat. Voilà. Donc, moi, ça, c'est très, très loin de moi. Donc on m'explique ce que c'est ce ça. Et a priori, ce que je suis. C'est-à-dire, alors dans leurs mots, canal, channeling. Il y a constel et channeling. Ah ouais, ok. Oh, c'est joli ça. Ça sonne marketing ça. Ok, ça va bien. Ce soir, les amis, moi je fais channeling. Donc en fait, non, je suis connectée aux morts et les morts me parlent. Ok. Ça, les gens ils comprennent. Je fais channeling. Parle-moi de ta grand-mère, je vais lui parler. Ça veut dire ça. Ok, donc elle m'explique. Mais effectivement, pour l'instant, il y a Clotilde Provost, l'enfant sauvage, et ce nouveau moi que, quand elle m'a dit nomme ce nouveau moi, le premier nom qui m'arrive, elle me dit nomme cette Clotilde qui t'apparaît là, Sibylle. Je dis, elle s'appelle Sibylle. Bien sûr, qu'est-ce que je fais moi? Après, putain, Sibylle, pourquoi Sibylle? Sibylle, quand tu regardes Sibylle dans la Google, Sibylle, c'est celle qui, des grandes prêtresses chez les Grecs, faisait passer des messages sibyllins. Voilà, donc elles étaient bien connectées et elles faisaient passer des messages du monde de l'au-delà au vivant. Je dis, bon ben voilà, j'ai dû être une Sibylle autrefois et je suis une Sibylle moderne. Voilà, donc en 2022, ça ressemble à Clotilde Provost, une Sibylle. Bon, et puis la gueule de la femme antique, mais ça doit être ça. Voilà. Donc je suis une Sibylle moderne, ok, donc je commence à comprendre qu'effectivement j'ai, comme les prêtresses, un accès avec l'au-delà. Voilà. Ça me va bien, ça me satisfait, cette réponse me satisfait. Mais à ce moment-là, j'ai toujours mes deux vies. Et arrive ce fameux été, j'ai du mal, là, on doit être après le confinement, on sort du confinement. 2021. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, quand on recommence là. J'accompagne ma fille qui s'installe au Canada, ma deuxième fille qui s'installe au Canada. Et juste avant le Canada, je commence à avoir très très mal dans l'épaule droite. Je l'amène au Canada toute seule, je l'installe au Canada, je me traîne dans les rues. Mais vraiment, je me traîne dans les rues, c'est-à-dire que j'ai de la lave qui me coule dans le bras droit. Voilà. La lave en fusion, c'est un truc, mais je ne souhaite à personne. Je veux bien accoucher de 10 gosses en même temps. Je ne veux plus jamais revivre ça. Vraiment. Et donc, je reviens. Dans l'avion, je fais tout le vol dans l'avion, dans les chiottes. Ils me sortent des chiottes. Je vomis. Enfin, c'est un truc, mais un retour d'avion, mais ils m'évacuent en brancard. Enfin, un truc de fou, quoi. Je rentre chez moi et je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. Mon mari, il doit déménager. Donc, je me retrouve chez moi, dans mon lit. Vraiment. Donc, je ne peux plus bouger. Les médecins, plus personne ne peut pour rien pour toi. Alors, non, parce qu'il faut que vous fassiez une IRM, parce qu'on ne vous touchera pas. Hein. Non, tout ça, c'est une névralgie cérébro-brachiale. Donc, il faut faire une IRM. Avant ça, on ne vous touche pas. Donc, plus personne ne veut prendre en charge ton corps. Donc, tu n'es que douleur. Et aucun médecin, ni un ostéopathe, avant que tu aies fait une IRM, et on est en moment de sortie de Covid, c'est-à-dire autant te dire qu'avoir un IRM, c'est dans 6 mois. Donc, tu dis, donc là, je vais donc crever vivant, je vais crever, et personne ne veut me prendre en charge. Donc, je me retrouve dans ma chambre, clouée au lit. Je ne peux même pas aller manger. Mon mari doit déménager mon autre fille, il part tout seul avec un camion, et je me retrouve dans cette putain de chambre, à me traîner comme une merde, avec une douleur où je me tapais avec des cailloux. C'est-à-dire que j'ai des cailloux comme ça que je ramasse partout, parce que je ramasse beaucoup de cailloux. Je prends les cailloux et je me tape. Tu vois ? C'est-à-dire que tu arrives à un niveau de douleur atroce. Un ami à moi, le mari de Guylaine, Philippe, un homme formidable, que je vénère, il a fait une formation, il a plein de trucs. Il est très karatéé, il fait du karaté, il fait du yoga, il est très dans le corps, cet homme-là. Et il a fait une formation shiatsu. Et il dit, viens, je viens te voir. Déjà, si tu vas, je suis toute seule. Olivier nous appelle, mon mari nous dit que tu es toute seule. Oui, je suis toute seule, je vais mourir. Les oiseaux se cachent pour mourir, donc moi, j'appelle jamais à l'aide. Pourquoi tu nous as pas appelés? J'arrive. Il arrive. Il me prend dans ses bras, mais mon corps se liquéfie, c'est-à-dire que je deviens liquide. C'est-à-dire que le fait qu'il me touche, mon corps dit « on me prend en charge, on me prend en charge ». Il m'a fait allonger, j'ai envie de pleurer tellement qu'à ce moment-là, j'ai envie de pleurer. Il m'allonge, il me masse, et ça fait comme Jésus, je vous assure, ça fait comme Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire qu'il me marche et
je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais mon corps, tellement... Je n'avais plus le choix de lâcher prise totale que mon corps a fait. Vas-y, prends mon corps, prends ma douleur. Il a tout lâché. Il n'était plus en résistance puisqu'il n'y avait plus de mental, il n'y avait qu'une douleur. Il a pris la douleur. Je ne sais pas comment il a fait. Il l'a pris. Je ne sais pas où il l'a mise. Moi, je me suis j'ai pu... Je ne dis pas qu'elle était complètement partie, mais j'ai pu me relever. À partir de là, j'ai dit, ok, donc là, le corps peut se remettre en mouvement, tu peux réapprendre à vivre. Et là, tu te dis, ouais, il s'est passé quoi? Et donc là, je suis allée voir une autre thérapeute. Alors, j'avais découvert entre-temps, dans tout ce que j'avais expérimenté, la psychophanie, c'est-à-dire cette capacité à se connecter à l'inconscient, même si je pense que c'est autre chose, mais la capacité à passer la barrière du mental des humains et aller chercher les réponses qui sommeillent en toi. Je vais voir elle s'appelle Denise, qui donc qui pratique la psychophanie. Je lui dis, Denise, voilà, j'ai une névralgie, qu'ai-je à me dire? Alors, nous allons voir ce que Clotilde, cachée derrière la névralgie, a à se dire. Et là, mais une colère. Elle me dit, putain, je me fais vraiment engueuler là, c'est terrible ce qu'il a. Là. Et ça me dit, tu vois comme t'as mal, tu vois comme ça te fait mal. Tu continues, tu auras encore plus mal. Et je continuerai. Et là, je me dis, putain, la prochaine étape, c'est le cancer. Là. La prochaine étape, c'est le cancer. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Je vois bien qu'il y a un conflit intérieur. C'est-à-dire que je continuerai jusqu'à quand? Et là, je comprends. Je continuerai jusqu'à ce que tu acceptes ce que tu es. La Sibylle. Et je l'avais tellement... Elle n'était pas encore intégrée que la Clotilde qui était elle, c'est-à-dire qu'elle était là en train de dire « Je vais te faire mal jusqu'à ce que tu t'acceptes tel que tu es ». Mais c'était d'une violence. Et la douleur que j'ai ressentie était indicible. Tu sais, ça me fait penser ce que tu racontes à toutes ces femmes qu'on a internées. Il y a des siècles, il y a des années, parce qu'il y a des années avant qu'il y a des siècles, des femmes qui avaient des douleurs ou qui avaient des visions ou qui recevaient des messages et on disait qu'elles étaient hystériques. Et puis on les amenait dans des hôpitaux psychiatriques très rudimentaires pour vivre des expériences parce qu'on expérimentait des choses sur elles. Je me dis, dans un autre temps, avec ce que tu racontes, probablement que tu serais retrouvé dans un de ces hôpitaux psychiatriques. Et toi, ce qui est assez incroyable dans ce que tu racontes, c'est qu'à aucun moment, en fait, tu frôles cette question de la folie, finalement. Ou est-ce que là, quand même, avec la douleur, ces messages, enfin, tu vois, ou est-ce que finalement, jamais ce sujet de la folie ne vient en toi? Non, je ne me suis jamais sentie folle. Non, parce que non. En fait, voilà, ta question, en fait, je me dis, je ne me suis jamais sentie folle parce qu'en fait, je crois que j'ai toujours su que ça existait. C'est comme si c'était une mémoire qui revenait, vraiment, et que j'ai toujours su. Ouais, en fait. D'une autre vie alors? Ouais, plusieurs vies, je pense. Ouais, je pense que j'ai plusieurs vies et je suis en train de les retrouver d'ailleurs. Voilà, parce que en fait, j'ai des vies qui refont surface et j'ai compris que si elles refont surface, c'est qu'elles disent quelque chose de toi aujourd'hui. Donc, j'ai eu plusieurs. Et en fait, pendant le confinement, là, pendant qu'on n'avait rien à foutre, j'ai été happée par toute l'histoire de l'alchimie. Mais happée. Et c'est-à-dire que tout ce que je lisais sur l'alchimie, mais c'était pour moi clair comme de l'eau de roche. Il n'y avait rien d'ésotérique, rien. Je comprenais tous les mots, l'œuvre rouge, l'œuvre noire, l'œuvre blanc, tous les mots. Et donc je me dis, bon, ok, je viens de là. Je viens de ce monde-là, sachant que je ramasse des cailloux, mais je ramasse beaucoup de métal partout, tout le temps du métal. Et quand j'ai commencé à faire Constelle, un médium me dit un jour, en fait à la fin de la Constelle pour laver les transgénérationnels, là, c'était tout nouveau pour moi cette histoire, donc voilà, nettoyer les lignées familiales. À la fin je lui dis, monsieur le médium, s'il vous plaît, il y a quand même un mystère de ma vie, c'est que depuis que je suis toute petite, je ramasse tout ce qui brille, métallique. Si je vais visiter une usine, vous pouvez être sûr que je vais mettre dans ma poche, je vais voler des boulons, mettre dans mes poches.
L'argent, tu vois, tu mets de l'argent et de la pièce, à 3 kilomètres, je vois la pièce qui brille, je vais la chercher, tout le temps. Mon porte-monnaie est rempli de pièces métalliques, diverses et variées. Non, mais je sais très bien. Je sais très bien. Oui, alors, en 1512, sur l'île d'Okinawa, vous étiez grand maître forgeron, vous fabriquiez des sabres, des katanas, et vous étiez grand maître des herliages, vous aviez un secret de fabrication, et on vous appelait grand maître. Donc moi, à ce moment-là, c'était bien avant ça. Je mets l'information dans ma poche. 3 mois plus tard, après que j'ai eu la névralgie, tout ça, bref, je cherche une maison de campagne parce qu'il faut que je sorte de Paris, voilà. Eh bien, je vous dis que la vérité, c'est qu'un jour, je m'arrête dans un village, devant une maison qui n'est pas à vendre. Que cette maison va me hanter pendant 3 jours, que je vais y revenir, que je vais appeler le maire du village pour savoir qui est le propriétaire, pour acheter cette maison, parce que ma vie se joue, je veux cette maison. Le maire arrive, il me dit, avant que je vous donne le nom du propriétaire, je vais vous raconter l'histoire de cette maison. Cette maison est une ancienne forge. Et le dernier forgeron s'appelait Guy. Mon père s'appelait Guy. Et là, ça me revient, le gars qui te dit, vous avez été forgeron en 1512 et nous sommes en 2023 et la maison que je vais acheter et que j'ai achetée est une ancienne forge. Voilà. Donc, j'ai toujours su. Et j'étais alchimiste et je sais que l'alchimie, c'est la magie, c'est là que l'âme agit. Dans la lame, il y a l'âme. Enfin, tout ça. Le langage des oiseaux. Moi, tu me parles le langage des oiseaux, mais couramment. Je me suis découvert le langage des oiseaux couramment. Tu dis, je t'en parle une langue. Voilà, le langage des oiseaux, c'est la langue des alchimistes, c'est-à-dire le sens caché derrière les mots. Voilà. Alors, je fabrique une lame parce que dans l'âme, il y a l'âme qui est la magie. Voilà. Et la mort, dans le langage des oiseaux, c'est l'âme, or, O-R. H-O-R-S. Et l'orange, l'orangeux. Voilà. Donc tout ça me parle. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas folle, c'est que je sais, mais que ça revient de tellement loin. Et le temps, en fait, c'est un reboot, tu vois, c'est un reboot de tout ça, toutes ces mémoires anciennes qui reviennent petit à petit. Mais alors le problème, c'est que tu te dis, putain, j'ai 50 ans. Alors attends, j'ai 50 ans. Donc j'ai 50 ans. Et vous pensez que les 20 ans qui me restent, avant d'être vraiment vieille, on va dire, tu vois, 50, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai un slot de 50-70. Je dois récupérer 2000 ans d'histoire quand même. Ok. On peut le faire. Voire plus. Ouais. Mais on peut le faire. Après, c'est comme le vélo. Si ça se trouve, c'est vraiment comme le vélo. C'est-à-dire qu'une fois que ça se replugue... ça revient tout de suite, quoi. Il faut juste repluguer et ouvrir. Donc moi, j'ai dit, ok, envoyez-moi des trucs. Donc je vois bien des nouveaux... Alors, voilà, alors au début, c'était donc les morts qui se connectent, qui parlent. Puis après, j'ai eu des animaux partout. Voilà, quand je danse, je me transforme en ours. Donc je dis, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors, un nouveau truc, voilà. Donc, j'ai des mains de puma, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos, voilà, un serpent qui pousse autour du cou, une langue de serpent qui sort. Et voilà, donc je me transforme en eau, voilà, et je vois des animaux partout autour de moi. C'est dans un tapis, tu vois, là, je vais voir un animal, dans une flaque d'eau, un animal. Et un jour, la femme qui m'accompagne me dit, mais si tu parles aux morts, hein, t'as déjà essayé de parler aux animaux ? Tu fais, bon, de toute façon, au point où j'en suis, maintenant, j'arrive bien à écrire fluidement sur mon ordinateur, je les entends, j'écris, essayons, puisque j'ai des animaux partout. Elle me dit, mais est-ce que tout ça, c'est la même chose, hein ? La même chose. Tu passes une barrière, tu passes dans l'au-delà, donc si tu parles à une âme, il n'y a pas raison que tu ne puisses pas parler à l'âme d'un animal. Et ça, tu verras bien. Alors, la vérité, c'est que j'ai très peu peur. Je dis, c'est sans danger, c'est assez comme un jeu, en fait, tout ça, tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu risques ? Finalement, qu'est-ce que tu risques ? Tu risques rien. Ils vont pas arriver, te fracasser. Freddy, les griffes de la nuit, ça n'existe pas, tout ça. Donc bon, donc j'ai pas peur, donc je prends mon ordinateur et je vois mon chat. Je dis, on va essayer, puisque je vois des animaux. C'est que donc je vois mon chat au bout du lit. Précieuse ? Oui. Tu m'entends ? Je crois. Tu m'entends vraiment ? Ouais, je crois. Et c'est bizarre. Et le chat qui te parle. Et tu sais bien que c'est pas... Voilà. Donc tu dis, ok, le chat te parle, donc maintenant je peux parler au chat. Et ainsi de suite. C'est qu'à chaque fois que tu passes un palier, c'est comme les jeux vidéo. C'est-à-dire que tu passes un palier, ça tu maîtrises, tu peux prendre un nouvel outil. Prends un nouvel outil, voilà, maintenant c'est parler au langage des animaux. Et petit à petit, tu t'équipes. Donc moi je sens bien qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'équipements. Voilà. Je ne sais pas tout à quoi ça sert tout. Je vois bien qu'on m'équipe, voilà, petit à petit.
on va te mettre parler aux morts, les animaux. Maintenant, je voyage la nuit, je me retrouve dans des cours de récréation, je me retrouve chez des gens de manière inopinée. Je dors pas, hein, je suis bien réveillée. Et tout d'un coup, je suis chez quelqu'un, avec son chat, son chien et son bébé. Je suis là, c'est qui ça, monsieur? Et je reviens. Donc là, je vois bien qu'on est en train de me pluguer capacité à voyager. Mais Sortie de corps. voilà. Et donc je dis, bon, alors maintenant j'avais les animaux, m'équipe de ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. Donc en fait, on est en train de m'installer tout un tas de programmes. Et puis, et après, ça, en fait, je vois, ce que j'ai compris, c'est que quand le jour où j'en aurai besoin, ça va s'activer. Mais il faut, et là, pour le coup, la seule chose à faire, c'est que comme tu ne maîtrises rien et que tu n'es pas maître des horloges, contrairement à l'ancienne vie, où le timing est le timing, le jalon est le jalon, le process est le process, là, le temps n'existe plus. Voilà, donc tu ne maîtrises ni le temps ni l'espace, et donc tu attends et tu observes ce qui est à l'œuvre. C'est vraiment très intéressant, Clotilde, tout ce que tu racontes, parce que je pense que y a d'autres personnes que toi qui vivent ça, et peut-être qui le vivent en secret. Et surtout, ce que je me dis, c'est qu'il y a des adolescents et des enfants qui vivent ça et qui, pour le coup, ne savent pas, et les parents qui ont ces enfants-là ne savent pas ce qui est en train d'arriver à leurs enfants. Donc là, on a parlé de toute cette séquence de ta vie de découverte, tu dis, des programmes qu'on t'a plugués. Est-ce que tu dirais que toutes ces expériences sont des expériences mystiques ? Alors, le mot mystique est un très beau mot. Après, moi, il me fait toujours un peu peur parce qu'il me ramène à cet univers de l'Église qui... J'ai probablement un passif avec elle dans une vie antérieure aussi. Donc, le mot me fait un peu peur. Et je pense que peut-être que le mot, il est peut-être un... Ouais, je pense qu'en fait, c'est pas si... Si, c'est très émotionnellement chargé, c'est très vertigineux. Voilà, si, le mot exact, c'est vertigineux. C'est-à-dire que tu dis, tu es dans ton petit confort, dans ton petite boîte carrée, et en fait, on te dit, ouais, en fait, ton carré, c'est pas un carré, c'est un rond. Et en fait, tout ça, c'est le mythe de Platon. Ouais, tu es dans ta grotte, et en fait, on te dit, ouais, en fait, tout ce que tu as vu, c'est juste une toute petite dimension de là où tu es. Et je dirais que c'est vertigineux. Et donc, ce vertige-là, ouais, faut l'accepter et il faut sauter, quoi. Et le saut, c'est un saut quantique. Alors, on va faire un autre épisode avec toi où tu vas pouvoir nous raconter comment tout ça s'est transformé et ce que tu en as fait. Mais comment tu aimerais conclure ce premier épisode où tu nous as raconté toutes ces découvertes qui te sont arrivées Alors, en fait, conclure, c'est que je me rends compte que plus je raconte mon histoire... de fille normale, dans un monde normal, à qui il arrive quelque chose d'anormal, et bien en fait, le fait d'en parler, tu te rends compte qu'en fait, ça arrive à beaucoup de gens. Sauf que personne n'ose en parler. Donc, voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, mon rôle, c'est de raconter mon histoire, comme dans Émilie Joly, la petite comédie musicale. C'est mon histoire qu'il faut raconter. Et plus je raconte mon histoire, et plus les gens me racontent la leur. Et plus du coup, on est en train de, je sais pas, se relier. On tisse une toile. Ouais. Merci, Clotilde. Merci à vous. Merci, Clotilde. Nous sommes Odile Bézia et Clémence Cousteau et vous venez d'écouter Mystique Moderne, le premier podcast spirituel qui rend visible à l'oreille ce qui est invisible pour l'œil. Cet épisode a été enregistré au studio Saint-Onge. La musique a été composée par Benjamin Grossman. Le montage et le mixage ont été réalisés par Benjamin Grossman également. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez en entendre davantage, abonnez-vous et mettez-nous un maximum d'étoiles et de gentils commentaires. Et puis, partagez et parlez-en autour de vous. Le monde a besoin d'élargir son champ de vision autant que d'élever les consciences. Et pour cela, nous avons besoin de vous. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques à nous faire, écrivez-nous sur notre compte Instagram Mystique Moderne Podcast. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. À dans 15 jours.